Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre rendez-vous Les Années Folles de la musique haïtienne. Alors, si vous voyez que je suis toute contente, c'est parce qu'il y a de quoi. Juste à côté de moi, j'ai deux potomitans, deux gros garçons, deux énormes stars, même si on peut prendre le mot star comme un mot. Non, c'est pas on prend blague. J'ai vraiment deux stars de la musique haïtienne avec moi qui sont passés au studio de Haïti Inter pour nous parler un petit peu. Mais découvrez Claude Marcelin. Bonjour Claude. Bonjour, je suis très content d'être là. Ce matin, on est à Paris et on ne peut pas passer à Paris sans venir ici. Jackie Amboise avait commencé et vous continuez. Ça veut dire tous ceux qui vont passer par là savent qu'ils doivent venir ici à Haïti Inter. Bonjour Toto Larac. Bonjour, ça me fait plaisir de voir ton sourire épanoui, donc mon cœur est ouvert. N'est-ce pas? Mais vraiment, moi je regarde, je suis obligée de vous suivre. Alors je ne suis pas tout parce que je ne peux pas tout suivre, il faut faire beaucoup de choses. Et je vois Toto très actif sur Internet. Parce que, bien sûr, c'est là que ça se passe aujourd'hui. Parce que aussi, tout ce qu'on sait, qu'on va venir parler de la situation un petit peu d'Haïti qui fait que les artistes ne peuvent plus évoluer dans le pays. Mais je pense que vous avez pris cet espace tous les deux pour pouvoir continuer d'être des vrais musiciens, parce que si on regarde la situation d'Haïti, vous ne serez plus musiciens, on serait des gens à se plaindre toute la journée et on ne ferait plus rien que de pleurer. Bon, exactement. C'est parti pour les années folles de la musique. Les années folles de la musique haïtienne, c'est le parcours des artistes que je ne pourrais pas faire avec vous en long et en large. Les années folles de la musique haïtienne, c'est surtout tous ces vinyles. Et regardez ce que j'ai dans la main. Eh ben, j'ai Boss Joe dans la main. Hein? J'ai Boss Joe dans la main. Donc, Toto Larac qui nous parlera de cet album qui est sorti en 1982. Hein, si je ne me trompe, et là, hein, Boule Malachon de Claude Marcelin. Et puis un petit clin d'œil aux Mini All Stars. C'est pour vous dire que j'ai pas sorti le Caribbean Sextet. Aïe. C'est pour vous dire que le cœur de notre travail, c'est ces artistes-là qui ont marqué la musique haïtienne. Toto, je n'ai pas eu l'occasion de te parler à toi tout seul. Oui. Je l'ai eu. Oui, on a fait une interview. On a fait une interview et je suis très contente qu'on ait pu faire ça. Et donc, du coup, moi là, je suis tellement contente, je ne sais pas par quoi commencer. Toto, est-ce que je t'ai demandé comment ça va? Moi, je suis en forme, en pleine forme. Et je suis content d'être toujours à l'œuvre, de jouer, de produire des albums, tout ça. Toto, le commencement, c'est la famille, n'est-ce pas? C'est la musique. La musique, tu as baigné dans la musique, n'est-ce pas? Avec ton papa? Depuis mon grand-père. Mon grand-père, Jérémy, il jouait, mais toujours des musiques à double sens. Il jouait au piano, les musiques à double sens, et il chantait. Et je ne me souviens pas exactement, mais depuis mon enfance, j'étais baigné dans la musique, avec mon père, avec mes frères, qui ont fait le premier mini-jazz d'Haïti, qui était les Shelbert du Canapé Vert en 1962. Et à l'époque des yéyés, tout ça, ils ont eu les Shelbert du Canapé Vert qui s'entraînaient chez moi. Et toutes ces musiques sont nées. Et beaucoup de musique, et Tifi Led, Wapache Remé, et Yougamoun dans l'entourage, et tout ça, ils sont nés chez moi. Et ta passion de la guitare, alors à la maison il y a la musique, et ta passion de la guitare, parce que toi, quand on parle de... J'ai deux grands guitaristes avec moi, les gars, je ne sais pas si vous le savez, mais... toujours à ma gauche, à ma droite, Claude Marcelin, et toujours à ma droite, Toto, deux grands guitaristes. Vous deux, vous avez... Alors, je vais pouvoir mettre le lien de l'interview qu'on avait fait avec Claude Marcelin en lien de cette interview, comme ça vous pourrez tout découvrir, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, parce qu'ils sont de passage à Paris. En plus, ils ont une activité qui les attend, donc je suis obligée d'aller vite avec eux, mais on n'a pas encore fait la connaissance de Toto Larac en ce sens, qui va nous dire comment il a commencé avec la guitare. Comment tu as commencé avec la guitare? Parce que ton grand-père, c'était le piano. Ton père, c'était quoi comme instrument? Mon père jouait le piano, il chantait aussi, et il était un blagueur.
Ah Bon, oui. je ne vous dirai pas que Toto est aussi blagueur. Donc, il a dû prendre ça dans les... Oui, dans dans les l'ADN, gènes. c'est dans les gènes. Oui. Oui, alors, et la guitare, elle est venue comment? La guitare, c'est mon grand frère Michel qui m'a appris un peu au début, mais il partait pour les États-Unis et arrivé à l'aéroport, il m'a dit, il a appelé de l'aéroport, le téléphone venait d'être installé en Haïti, et il m'a appelé de l'aéroport pour me dire, oui, j'ai oublié la guitare, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux trouver quelqu'un pour m'emmener la guitare? Parce qu'on a 1 heure avant l'avion. Je lui dis, mon cher, tu es perdu. Et il a dû laisser la guitare, donc là, parce qu'avant, je jouais à la basse, et lui, il jouait à la guitare, il m'a donné beaucoup de zoclo. Quand je faisais des fausses notes, il me disait, crétin, ou pas comme je t'ai dit do, tu joues fa. C'est pas possible. Il était un peu Alors, mais c'est comme ça. Les grands frères nous corrigeaient, même dans les jeux, dans tout. Et les voisins aussi nous corrigeaient, sans problème. Oui. En Haïti, oui, quand on était jeunes, on était toujours en mode correction. C'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. Ouais. J'ai l'impression que même les plus de 20 ans, ils ont un petit peu de mal quand même. Mais la guitare, Alors, donc tu l'as gardé cette guitare? J'ai eu la guitare et j'ai commencé à jouer. Mais j'ai joué avec Claude et dans ma jeunesse, où il m'a fait connaître beaucoup de choses. J'ai joué à la basse, lui la guitare, dans les gypsies, à toute une époque où il avait Baron. Ouais, on a fait des choses. On a fait des choses, mais très bon disque. Hein. C'est lui qui... Très bon disque de Gypsy, le Baron. Oui, très très bon disque. Mais lui, il m'a fait faire le vagabondage. Avec Tipolis. C'est lui qui m'a emmené... Faire le vagabondage. On passe dessus. En première fois, il faut couper ça au montage. Voir les femmes. Ah, la première fois? Mais oui. T'as dû bien aimer alors. Oh, ah ben voilà, bon, passons. Alors fais pas semblant qu'il t'a emmené faire du vagabondage. J'ai aimé ça. Ouais, mais alors, j'ai l'impression que vous êtes des compères finalement. Ça fait longtemps que vous faites de la musique ensemble. Oh, c'est oui. ça, Claude? En dehors de la musique, on est copains. On est copains. On est très bons copains. Alors, bien entendu, Toto, il faut le supporter. Mais, il faut, maintenant, c'est moi qui l'emmène. Il m'emmenait avant, maintenant, c'est moi qui l'emmène. Les rôles ont changé. Voilà, les rôles ont changé. Mais on parlait de Baron. Oui. C'est un bon disque. Il y avait Tipolis avec toi à l'époque. Tipolis. On formait un trio extraordinaire. Ah ouais. Alors, à l'époque, l'orchestre était basé sur la guitare. Il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas de sax, il n'y avait pas de cuivre. C'était seulement la guitare. Et finalement, les gens venaient au bal pour écouter les guitaristes. Hein. C'était pas pour écouter les chanteurs. Hein. À l'époque. Ah ouais. C'était comme ça. Hein. Et à un moment, il y avait Robert Martineau, il y avait Dadou Pasquet. Dadou, tout ça. Il y avait Petit Plume. Mais oui, la vedette dans le groupe, c'était le guitariste. Ah ben oui. Qui faisait ses solos. Mais depuis... Pendant toute la soirée. Non, mais depuis Robert Sicot, il y a eu Toto Duval. Oui. White Toto. Oui. White ça a commencé là. Ça a commencé là. Ce sont les deux Toto. Et c'est là que vient ton surnom Toto, Philippe. Non. Parce qu'en vrai, pour s'appeler Philippe Lara qui est devenu en Toto. Eh bien, depuis ma jeunesse, on m'a appelé Toto. Et même, moi, j'ai changé de nom à chaque fois que je composais une musique. On m'appelait Chatfifi, viens ici. Et Madougou, viens ici. Kokagé, viens ici. Tous ces noms, oui. Ouais, c'était surnom. Oui. Voilà. Alors, tu as dit que les Shelbert, oui, dont j'ai l'album caché ici, est le premier mini-jazz. Oui. Dans mes petites recherches, il y en a qui disent que c'est les frères Desjans, mais que ça a été reconnu. Oui, vraiment. En 61, les frères Desjans, ils ont commencé, mais ils ne jouaient pas autant. C'est vrai. Mais les Shelbert, c'est eux qui jouaient tous les bals de salon de cette époque, depuis 62 jusqu'à 66, au départ de mon grand frère qui a formé l'orchestre avec Jacques Paul Eugène. Et c'est mon père qui avait acheté un accordéon de 120 basses, Scandelli, je me souviens du nom de l'accordéon italien. Et c'est là que l'orchestre a démarré chez moi,
Alors, mon père avait fait un parterre, des couverts pour les musiciens qui jouaient, et Jackie Durozo. Moi, j'avais 9 ans, j'allais acheter le clairin par gallon. Une gourde! Le gallon de clairin que j'allais acheter, moi, j'achetais pour 80 centimes et je mettais 20 centimes en poche. Depuis l'âge de 8-9 ans, je savais comment faire les économies. Koutaï. Il a toujours eu le sens des affaires. C'est bien ça, c'est avoir le sens des affaires. Oui, et c'est ce que j'ai étudié, le business administration. Au final. Voilà. Mais tu goûtais un petit peu au clairin quand tu l'achetais? D'accord. Non, j'étais trop petit. Oui. Pour goûter, je les regardais et ils avaient la joie de vivre. Et mon père aussi était content, mon père en buvait, mais lui, 2 gouttes d'alcool, il était gris. Ah, d'accord. Comme moi. Moi, à la longue, j'ai pu boire le rhum coca, mais le rhum coca après 2 verres, j'étais déjà gris. Si Claude pouvait boire 8. faut pas balancer, c'est ça. Non, il a une tête plus forte. Est-ce que ton frère, il n'en a pas voulu un petit peu à notre Neumont Jean-Baptiste d'avoir baptisé les Schleu comme premier mini-jazz, alors que les Schelbert étaient là avant, il y avait les frères des gens avant? Non, il n'en a pas voulu. Aux autres, au contraire, il était comme moi, quelqu'un d'ouvert à d'autres. Tous les musiciens venaient à la maison, Pépé Bayard, même Guy Durosier, tous les grands. Et quand mon père a eu, c'était parmi les premiers, parce qu'il y avait un premier qui avait acheté une batterie et totale, c'est-à-dire un jeu de batterie. Et mon frère, mon père a été à New York, il a acheté un jeu de batterie et T-Charles de Nemours, Jean-Baptiste est venu voir la batterie à la maison. La musique se passait dans les maisons, à cette époque, avec les parents, dans les quartiers. Oui, Claude Martin. Je sais. Peut-être que le mot a dit ça, parce que les Schleu, c'est peut-être le mini-jazz qui a été l'héritier direct de Neumont Jean-Baptiste. C'est ça. Parce qu'ils étaient très influencés par Par exemple, on prend une musique. Alors, c'est technique ce que je veux dire là, un peu technique. On prend une musique comme Dans la vie. Ouais. Lorsqu'on prend Dans la vie et qu'on est musicien, on voit que c'est pas la même chose, mais c'est le même format que Tikawol. Ouais. C'est-à-dire que on sent l'influence. Donc je pense que le mot a dit ça parce qu'ils sentaient eux des fils spirituels au monde. Non, c'est parce que aussi que les Schleu ont remplacé Nemours à un moment où Nemours jouait à Cabane Choukoun. C'est normal, mais les Schelbert jouaient beaucoup plus. Petite histoire. Le mot mini-jazz vient directement de Neumont Jean-Baptiste. Oui. C'est lui le premier à C'est lui à dire. Mais c'est un mini-jazz parce qu'il n'y avait pas tous les cuivres qu'il y avait dans le mot. Donc il a dit, mais il joue bien, mais c'est un mini-jazz. Ce mot vient directement de Mais ça n'enlève pas la beauté des Schleu ou la beauté de tous les autres. Les Schleu, c'est un beau classique. Tout à fait. Et à un moment donné, puisque je vous ai tous les deux, tu as eu les Schelbert, est-ce que toi tu y as participé ou bien est-ce que tu vas, toi? Non, j'étais petit. Trop petit pour? Oui. Ouais, d'accord. Et alors, mes frères, mes 2 frères, l'un à la batterie, l'autre jouait du conga. Ouais. Et c'était le maestro, Claude Larac et Jean-Jean Larac qui est décédé. Qu'il repose en paix. Mais ça veut dire que tu vas avoir, toi, l'envie de créer ton jazz aussi ou de participer à des groupes existants? J'avais un petit jazz à l'âge de 11 ans, depuis l'âge d'11 ans, avec mon frère Michel, qui m'entraînait à la basse. Et là, on a été joué à Jacques Mel, à beaucoup, c'était les Teenagers. Il y a des noms, hein. Entre les Schelbert, les Teenagers. On avait des noms, mais c'était des jazz de quartier. Et on jouait aussi dans les balles de salon. Et dans les balles aussi ouverts, et à Jacques Mel, à Port-au-Prince, et dans les kermesses, tout ça.
Et Claude Marcelin, pendant ce temps, pendant qu'il évolue, tu étais où? Il était plus petit. J'étais plus jeune. Oui. Mais à travers ma grande sœur et mon grand frère, j'écoutais, parce qu'eux, ils sortaient, ils allaient au bal de salon. Donc j'écoutais et j'absorbais tout ce qu'ils disaient. J'étais émerveillé par les exploits de ces grands. Serge Rosenthal, à l'époque. Robert Martineau. On connaît Albert Chancy comme... Ah ouais. À l'époque, il jouait de la guitare. Et c'était un très bon guitariste. Il y avait Michel Corventon. Corventon, c'était... Mais à l'époque, moi j'étais tout petit et j'écoutais les commentaires. Par exemple, quand il y avait eu des prestations où 2 orchestres jouaient, il y avait une rivalité, j'écoutais, parce qu'il y avait des fanatiques de 2 côtés. Donc il y avait des discussions. Moi j'étais là à écouter. Donc c'était ça. Emmagasiner tout ça et même regarder jouer. Alors moi, personnellement, Toto a eu son environnement. Moi, mon environnement, c'était Robert Martineau. Les difficiles. Et Jean-Robert Risset, qu'on appelait Porky, c'était ça. Parce qu'ils habitaient le même quartier que moi, j'ai grandi dans ce quartier. Et comme modèle, j'ai eu Robert. Quand j'ai commencé à jouer à la guitare, je connaissais par cœur le répertoire des difficiles. Donc c'est comme ça, quand je sortais de l'école, je passais devant la maison de Henri Célestin, ils étaient en train de répéter, ou bien on jouait au football dans le quartier, parce que là on joue au football dans la rue. Hein. On mettait des trucs là, on joue au football dans la rue, on les écoutait répéter à l'intérieur, donc j'ai grandi dans ce tas de pouces. Mais ces années-là, c'était différent. Hein. C'était différent parce que chaque quartier, pratiquement, avait un orchestre. Hein? Chaque quartier avait un orchestre. La jeunesse, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'est ce qui nous amusait. On faisait de la musique, on jouait au foot, et on se taquinait un peu. C'était ça. On s'occupait. Je me rappelle qu'on avait discuté déjà, Claude Marcelin, et tu disais que tu n'étais pas nostalgique de ce qui se faisait avant. Est-ce que tu n'es toujours pas nostalgique? Est-ce qu'en en parlant comme ça, tu te dis qu'il y a des choses vraiment... C'était une belle époque. Mais moi, je suis naturellement comme ça. Je vis dans l'instant présent. C'est-à-dire que pour moi, la personne la plus importante, c'est le faux. La chose la plus importante, c'est l'interview. Ensuite, je vais passer on va faire le son. Et bien sûr, le son le plus important. C'est comme ça que je vis. Je vis l'instant présent. C'est une façon de se protéger? De ne pas s'ouvrir non, je suis comme ça. Non, tu t'es pas posé la question. Je suis comme ça. Mais par contre, je suis conscient d'avoir passé une belle jeunesse. Je suis conscient que j'ai eu des années, mes amis, mes parents, ça a été bien. Et quand on a vécu des bons moments comme ça avec la famille, parce que en même temps, je parle, il y a vous qui allez évoluer en tant que musicien, et puis il y a vous qui allez donner aussi à des jeunes l'opportunité d'évoluer, de devenir musicien, de pouvoir enregistrer, parce que par exemple, toi, Toto, tu as pu... avoir ton studio d'enregistrement pour permettre à la jeune génération qui s'attaquait à la musique de pouvoir évoluer. J'ai cru comprendre que plein de musiques qui participaient au concours American Airlines, par exemple, ont été enregistrées chez toi. Mais j'ai enregistré plus de 60 musiciens qui sont fameux maintenant à la maison. Depuis très jeune, Réginald Kangé, j'ai eu tous les... Et Fabrice Rousier, c'est moi qui lui ai appris à mixer, et maintenant il est plus fort que moi. Ah ben l'élève a dépassé le maître. Exactement. Et Tifa et tous les Jacout Music, Bookman Experience, Michel Mantelli, et tous les jeunes qui étaient à l'époque, non seulement je faisais de la musique et j'enregistrais pour eux gratuitement. C'est ça que je voulais savoir. Ouais. Oui, gratuitement, sans 0 cents. Mais il faut mentionner que je gagnais bien ma vie. Toto est un producteur aussi. Il a produit la soirée de la guitare. Combien d'éditions, Toto? Oui, 5 éditions. Ça a été un succès énorme, hein? Oui, on a eu 5 soirées. Je me suis associé avec Richard Widmayer. Et c'est moi qui ai créé, qui suis venu avec l'idée. Tout ça, et ça a commencé quand, ces soirées de la guitare? Ça a commencé en 96, je pense. Je ne me rappelle pas. On a fait au moins 1 ou 2 soirées par année. Et on a eu la première fois 600 personnes dans un premier restaurant. Kinam, c'était au Kinam? Non. La deuxième, c'était au Kinam. La première était à Cassa, sur la place Saint-Pierre. Ouais, tu as raison. Ouais, j'ai oublié le nom. Ouais, tu as raison.
Ouais. Exactement. On a eu 600 personnes où les gens ne pouvaient plus rentrer. Fanfan Courtois était là. Ouais. Tout ça, Fanfan. Et qu'est-ce que c'était ces soirées guitare, Oh, exemple? c'était une merveille. Jackie, Ça veut dire que tu Dadou, regroupais tous les meilleurs. guitaristes. Ouais. Guy, Claude était bon. Qui faisait partie de l'équipe. Tous les bons guitaristes étaient là. Et une fois même, après la soirée, et on a eu 1200 personnes à son auto. Non, à son auto, on a eu 3200 personnes. C'était Dans formidable. la cour de son auto, on a eu 13 guitaristes. Et j'ai demandé à tous les guitaristes de jouer en même temps, après, dans une dernière Sur un musique, morceau? Sur un morceau, que tout le monde pouvait s'exprimer, d'être des frères, pour bien se comprendre, un répondait à l'autre, tout ça, c'était une merveille. Ça a été une merveille. Mais moi, j'ai pu participer à tout ça parce qu'à l'époque, j'avais un disque Take 5 où je jouais seulement de la guitare. Ah ouais. C'est un disque où j'ai fait un disque où je jouais de la guitare. C'est avec ces morceaux-là que j'ai participé à son auto. Ah ouais. Ce disque-là, il est en circulation. Mais malheureusement, le disque n'a pas pu être réédité parce que mon producteur, il est mort pendant le tremblement de terre. C'était Joubert Charles, malheureusement, de regretter mémoire, qui nous repose un peu. C'était lui, donc on n'a pas pu rééditer le disque, malheureusement. Mais il faut trouver le disque et... J'ai fait des recherches, mais comme d'habitude, dans notre milieu, vous savez, les choses ne sont pas toujours bien organisées, donc on ne sait pas qui a le droit de faire ceci, qui a le droit de faire cela, donc laissez tomber. Ouais. Mais c'est dommage, parce que c'était un très magnifique disque. Un très bon disque. Parlez-nous un petit peu, alors, tous les deux là, vous avez tous les deux été à Caribbean Sextet, non? Absolument. C'est sûr. Alors, parlez-nous un petit peu de cette période. Qui commence? Claude? Pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. Boulot Valcourt, Réginald Policard, Jean-Jean Larac, c'était extraordinaire. Et c'est un orchestre très spécial parce que la musique de Caribbean, c'est du compas. Mais c'est un espace réservé à Caribbean Sextet. Il n'y a personne d'autre qui fait ce genre de musique pratiquement. Non. Et les musiciens étaient vraiment des musiciens exceptionnels. Les gars qui dépaissent, c'était une équipe extraordinaire. Et bon, je ne vais pas tout parler, faire ma propre publicité, je laisse pas ça. Mais il faut pouvoir parler, il faut dire les choses. Bon, le Caribbean Sextet a été 24 ans de bonne musique et de succès continu. On a débuté à Dingeling très tôt. Et je pense à l'époque de 76, 77. Et ça a duré jusqu'avant mon départ. Le dernier concert qu'on a fait, c'était au Taraz. Au Taraz en 2013 ou 2015. Après toutes ces années, on a réuni quand même 1200 personnes. Oui. En 2013 Taraz, hein. Mais, et là, de temps en temps, vous vous réunissez Mais c'est difficile, Boulot n'est plus là. Oui. Et Boulot, c'est une pièce maîtresse. C'était la voix du Caribéen. Naturellement, nous avons et Lionel Benjamin aussi. Mais c'est très difficile. Irremplaçable, Boulot. Irremplaçable pour Boulot. Boulot, c'était un frère. Il y a de ces personnes moi, qui je lui ai la place légué ça reste vide. Un terrain en face de chez moi que j'adorais Boulot. Et Boulot était l'ami intime de mon frère depuis New York avec Libo Combo. Et Jean-Jean. Jean-Jean. Mais je lui ai vendu un terrain en face de là où j'habitais. Et je faisais tous ces démos, comme pour Claude, comme pour Lionel Benjamin, comme pour tous les autres qui étaient là. Jean-Jean, c'était quelqu'un. C'était un batteur extraordinaire. Ça nous a marqué. Mais on a joué toutes sortes de musique et c'est nous qui accompagnions tous les artistes qui venaient de la France, justement, les chanteurs français, les chanteurs dominicains, les chanteurs de partout. On a joué avec tout le monde. Ouais. J'ai une liste compas sur la radio, parce qu'on a une application, parce qu'on a extrait les musiques, on les a mis en ligne. Des fois, je me dis... En fait, c'est trop jazzy Caribbean Sextet. Je ne peux pas le mettre dans le compas, mais je le mets quand même dans le compas. Et donc, tu viens de me confirmer que c'est du compas. C'est du compas. Mais le rythme est le compas, donc le rythme central, c'est du compas. Parce que le compas direct, finalement, c'est une musique afro-latine.
Bien entendu, avec le tableau combo, il y a eu des influences anglo-saxonnes, mais fondamentalement, c'est latin. Oui. Et le Caribbean Sextet, c'est latin. Yeah. C'est de la bossa nova mélangée. On mettait des salsas sur les CD aussi. Plutôt, ouais, salsa. Oui. On adorait un peu de tout. Parce que original, c'est un latin. C'est un latin. Mais c'est latino jazz. Latin jazz. Boulot, c'est latin aussi, mais plutôt brésilien. Donc c'était tout ça mélangé. C'est la donne de Caribbean Sextet. Alors, pour un artiste, c'est très valorisant qu'après toutes ces années, on puisse écouter cette musique sans rougir. C'est-à-dire qu'on est toujours fier de ce qu'on a fait il y a 30 ans. Il faut le faire. Parce qu'il y a de ces musiques qui passent avec la mode. Oui. C'est la durée été, c'était bon pour la dépasser, mais on ne peut pas l'écouter. En ce moment, c'est ridé, ça vieillit. Non, après 30 ans, moi j'écoute ce qu'on a fait dans Caribbean Sextet avec autant de plaisir. C'est valorisant, c'est très valorisant. Et là, tu te dis, mon jeu, là, je l'aurais refait pareil. Sans changer une note. Ouais. Pas seulement pour le Caribbean Sextet. Dans mes disques aussi, je suis assez content de mon travail. Alors, ce disque-là, c'est le moins bon. Hein. C'est le moins bon? Ouais, c'est le moins bon. Mais pourquoi? À mon goût. Oui. Mais là, par contre, sur ce disque, il y a le premier... Alors, à l'époque, Zéclé n'existait pas. Mais il y a le premier morceau que je peux dire que c'est du Zéclé. Lequel? Laisse-moi voir le titre, je vais te dire. C'est Sanolé. Sanolé. Ça, c'est le premier morceau de Zéclé, parce que c'est Ralph qui a fait les paroles, Ralph Mossi. J'ai composé la musique, c'est Joël qui l'a chanté, et Mouchi a fait les arrangements. Donc c'était l'équipe de Zéclé avant Zéclé. Et donc, cette musique, elle va... Ouais, non, mais elle ne va pas aller sur l'album de Zéclé quand Zéclé va exister? On a joué cette musique dans un concert de jazz à Angoulême. On avait filmé ça à l'époque. Je crois qu'on a toujours ça en Haïti. On a joué cette musique en 2 ou 3 fois. Et je pense que Mouchi l'avait repris avec l'Arc-en-Ciel. Mais une version très jazzée, on le Mouchi. Avec des accords dissonants, des trucs. J'ai pas trop bien compris ce qu'il voulait faire, mais... Bon, d'accord, il l'a fait. En tout cas. C'était beau à entendre. Oui, c'était bon. Okay. Oui. Comme toujours, Mouchi fait toujours du bon. Alors, si c'est pas le meilleur album, c'est quoi le meilleur album? Enfin, c'est le moins bon, tu dis, mais c'est quoi le meilleur album? Bon, j'étais très content de Take 5. Ouais, moi, à mon goût, c'est le meilleur de ces albums. Mais ce qu'il fait, il est toujours extraordinaire. Merci Toto. Quel que soit le moment, on a joué beaucoup de festivals partout. Claude était toujours égal à lui-même et toujours plus. Et il est un soliste, il est un accompagnateur aussi extraordinaire qui a le rythme depuis sa jeunesse, depuis l'époque des gypsies, tu avais le rythme avec Tipolis, tout ça. Ah, mon cher, après 40 ans, Toto me connaît bien. On a fait 40 ans ensemble. Il faut le faire. Ouais. Moi, je dis près de 50. Alors, tu ne veux pas donner ton âge. Je dois dire que tout le mérite le revient. Parce qu'on était jeunes. Tout le mérite le revient. Ben oui, tout le mérite le revient. Mais c'est vrai. Alors, Toto Larraque, parle-nous de cet album Boss Joe. Bon, eh bien, je venais de faire La Chatte de Fifi, qui a eu un succès extraordinaire, même en France aussi. On a vendu beaucoup d'albums avec Fred Paul, qui était le manager, qui avait fait le disque, et avec nous, pour le Caribbean Sextet. Alors, il voulait que je produise un autre album. Donc, je lui avais dit que j'avais d'autres musiques et j'ai été à New York enregistrer cet album pour Martinique, Guadeloupe et Haïti. On a enregistré ça dans le plus grand studio aux États-Unis, à New York. J'avais peut-être 23 ans. Et c'est ça, l'album, on a passé un temps extraordinaire avec des artistes comme T-Plume, comme Joe et Charles, qui étaient à la basse, qui jouaient dans l'orchestre de mon frère Michel, qui me l'a donné. Il m'a dit, ah mon cher, prends Joe, de vous prendre Joe a vidé Bassou. Et il l'a fait, hein? Il l'a fait. J'ai eu Timitou au gong. System Ben. System Ben. J'ai eu le batteur de System Ben, Tijan.
J'ai eu le pianiste qui était dans les C'est pas Alcindor qui avait joué? Alcindor? Alcindor. Hein. Ah, tu as beaucoup. Robert Aron pour le... Robert Aron pour les arrangements, tout ça. Ok. Alors, vous jouez beaucoup. Je me rappelle, tu disais, Claude, eh ben, vous pouvez jouer toute une journée, toute la nuit, je crois, jusqu'au matin. Ah ouais. Ces choses-là, vous continuez de le faire tout seul aujourd'hui? Bon, de moins en moins. De moins en moins? Oui, malheureusement. Vous faites des... vous allez quand même jouer dans des concerts, quand même, aujourd'hui encore? Dans les concerts. Et moi, j'ai joué pendant 12 ans au Casino de Montréal, où je jouais des fois 3 fois par semaine. Et je jouais de la musique qui est un peu de la musique haïtienne aussi, pour faire connaître la musique haïtienne, mais j'ai joué au moins 400 titres différents. Je jouais 3 fois par semaine, je ne répétais pas une seule musique pendant les 3 fois. Absolument. On a fait le festival de jazz aussi ensemble. Oh oui, on a fait le Devant festival 20 000 de personnes. jazz. Hein. 20 000 personnes. Moi, j'en ai fait 17 festivals de jazz. Entre-temps, j'ai joué pour les 50 ans du Cirque du Soleil. J'ai joué aussi dans les plus grands théâtres de tout le Canada, et aussi dans les Jeux olympiques de Vancouver pour le mondial, et à Toronto aussi, on a eu... Ah bon, j'ai joué dans tellement de choses que je ne peux pas... Quand on joue autant à l'étranger, est-ce qu'on n'a pas aussi envie de jouer chez soi? On en a envie, mais chez nous, c'est toujours difficile à chaque fois d'y aller. Moi, j'ai joué en 2015 et en 2017 et en Haïti. J'ai eu Fabrice et les autres pour jouer avec moi. Et je suis revenu en 2023 pendant l'époque au début de la maladie là. Le Covid. Le Covid. Alors, ça a toujours été un plaisir de retourner en Haïti, même si c'était difficile, ça a commencé à être... Mais quand même. Parce que moi, j'ai fait un super concert avec Zéclair là-bas, à l'époque. Super concert. À la canne à sucre. Canne à sucre. Ouais. Comment ça s'appelle? Sur la route de... Oui, il y a eu un endroit là où on fait des concerts. Belle place. On a fait un super... Et puis Caribbean 67 aussi, c'était bien, à Taraz. Mais ça date déjà de quelques années. Oui. En ce moment, j'ai l'impression que c'est devenu de plus en plus difficile. Ah oui. Vous qui avez été élevé avec des musiciens qui vous ont permis d'évoluer, qui avez eu des exemples, vous qui êtes censé être des exemples pour des jeunes aujourd'hui, bon, peut-être que vous l'êtes pour des jeunes montréalais, je ne sais pas, mais vous auriez aimé, par exemple, je pense, être des exemples comme vous avez déjà commencé en Haïti avant de devoir partir, parce que ce que je dois vous expliquer, c'est que nos chers musiciens, comme beaucoup d'autres musiciens haïtiens, se retrouvent à vivre à l'étranger depuis des années. Et Claude Marcin, ça fait des années, d'autant plus que on va évoquer vite fait, parce que j'ai découvert quelque chose tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si c'est permis d'en parler. Mais oui, voilà. C'est connu. Et Toto aussi, qui a vécu cette période. Donc, vous êtes obligé de vivre à l'étranger. Vous ne pouvez pas être des exemples pour des Haïtiens, des petits Haïtiens qui veulent faire de la musique, qui veulent devenir guitaristes, qui aimeraient jouer comme vous. Quand je vois vos jeux sur Internet, comment vous vous donnez passionnément à la guitare, je suis sûre. C'est peut-être ça l'avantage des réseaux sociaux. C'est peut-être ça. Parce que moi, je suis en contact avec beaucoup de jeunes. Yes. Mais pas seulement pour de la musique. Hein. Ouais. Pas seulement pour de la musique. Ils me posent des questions sur le pays. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de... Surtout à Montréal, j'ai beaucoup de contacts avec les jeunes. Ils sont un peu perdus. Hein, au point de vue identitaire, au point de vue... Oui, ils ne peuvent pas se situer par rapport aux autres. Donc on en parle, et j'essaie moi de la guider un petit peu. Donc, et bien entendu, dans la musique aussi. Parce que je donne des cours chez moi, des cours de guitare. Donc, exact. Donc c'est ça. Alors malheureusement, puisqu'on vient sur le sujet, ce serait bien que la diaspora haïtienne s'organise dans ce sens, pour récupérer cette jeunesse qui est perdue. Là, tu parles des jeunes qui sont nés
à l'étranger de parents haïtiens. Et le plus souvent, les parents font de travail, ils n'ont pas le temps pour vraiment encadrer les jeunes. Donc ces jeunes se retrouvent tout seuls. Ils s'éduquent à la télé. Ils s'éduquent avec, je ne sais pas moi, les clips qu'ils voient à la télé. Et les messages ne sont pas toujours les meilleurs. Hein. Ce n'est pas toujours les bons messages qui passent. Donc ce serait bien que la diaspora s'organise dans ce sens, qu'on encadre ces jeunes. Ce serait super. Ce serait bien, mais c'est un peu large. Comment faire pour encadrer tout? D'autres peuples l'ont fait. D'autres peuples l'ont fait. Pourquoi on ne peut pas le faire nous-mêmes? Oui. Faut avoir la volonté. Moi, je donne toujours des conseils aux jeunes qui viennent prendre des leçons à la maison. Je leur donne les conseils. Je leur dis comment nous étions bien dans le pays. Mais maintenant, c'est tout un changement. Dans le monde entier, nous mangeons pas très bien, nous mangeons mal. La nourriture n'est pas conforme à ce que nous connaissions avant. Un poulet, par exemple, n'est pas vraiment un poulet à Montréal. C'est un poulet plein d'hormones. Oui, ouais. C'est terrible. Tout ce que nous mangeons sont modifiés avec de la chimie, quoi. Ouais, ouais. Mais en même temps, vous avez dû c'est vrai que vivre cette situation est difficile quand on pense à comment on pourrait vivre, avoir ces plages-là, au soleil en Haïti. Mais en même temps, la situation a fait que toi, Toto, à un moment donné, Claude va en parler, tu as dû partir. Qu'est-ce qui s'est passé pour... Bon, alors, on ne parle pas de maintenant. Depuis quand tu vis au Canada et qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu as eu le déclic? Tu te dis, là, il faut que je parte. Moi, je me suis dit que depuis... j'ai eu... Depuis 1986 et au départ des Duvalier, j'ai eu à me défendre contre des Inglindos qui étaient rentrés chez moi. Il y a eu 4, dont un a tiré à côté de mon oreille, près de mon lit. Et quand le dernier a dit, ils avaient pris la voiture de ma femme et sortaient avec tout mon studio dans le coffre de la voiture, tout ça. Et moi, il m'avait dit, sous quelle tête ou, m'avait clair tête bon. Ou par contre, si on comprend son revolver de l'autre dans même, il bon à côté de mon oreille. Il m'avait fait recouvrir ma tête avec mon drap. Et puis, moi, malgré que l'oreille droite était à cause de la balle, j'ai entendu sa voix dire aux autres, nous paraît. J'ai enlevé ça et j'avais mon fusil au bas de mon lit. J'ai pris mon fusil de chasse et arrivé devant, il y a un qui fermait le coffre de la voiture avec une petite télévision qu'il venait de prendre, petite télévision que je mettais tout près de ma tête. Il a mis ça dans le coffre pendant qu'il fermait. Biou! Ici, là, il a pris tout ici. C'était un fusil 12 avec des plombs gaillés, comme on dit, en créole. Alors, et celui qui était dans la voiture, il a dérapé. Et l'autre qui était armé, il a tiré les 5 dernières balles sur moi. Il ne m'a pas pris. Moi, j'ai tiré celui qui conduisait la voiture de ma femme. Biou! Et il y a eu ces 5 doigts, les 3 et ces 2, et une partie de son visage qui était partie. Et lui, il est sorti par la porte de la vitre pour courir. Moi, j'ai continué, mais mon fusil n'avait que 2 balles. J'ai pesé, rien. Alors, la chance, c'est qu'on les a pris. On a pris le premier, parce que j'ai eu la force de parler à la télévision, de dire que si on trouve quelqu'un qui manque 5 doigts, qui était resté dans la voiture, que c'était l'homme de Toto. Alors, on l'a trouvé jusqu'au Caille, on l'a rapatrié à Port-au-Prince. Le second qui avait... Et l'énorme plaie, il n'a pas pu aller à l'hôpital.
parce qu'on on avait pris le premier à l'hôpital. Donc c'est ça. Tout ça, c'est une partie de ma vie qui a été en difficulté pour ce qui s'est passé. Et ça a été décisif pour quitter le pays finalement? Bon, pas vraiment, je suis resté jusqu'en 1999, mais en voyant la politique d'Haïti, les hommes politiques, ça m'a déçu complètement. Alors je me suis dit encore plus, mes enfants devaient aller étudier, ma fille, donc on est parti pour le Canada. S'ils ont raté Toto, toi, ils t'ont pas raté, Claude Marcelin. Oui. Et j'ai découvert, je sais qu'on avait parlé de cette affaire où on t'avait traité dessus, mais je savais pas qu'il y avait ces séquelles-là si visibles. Et donc, tu vis avec des séquelles. Oui, depuis lors, oui. Oui, mais j'ai quand même eu de la chance. Ah, il allait mourir? Parce que moi, je n'étais pas armé. J'étais pas armé et ça a été dur. C'était ta dernière fois en Haïti? Non, je suis revenu après. Quand même pas reparti. Oui, on a fait le concert avec Caribbean, c'est après ça. Ouais. Ouais. C'était après. Mais c'est pas ce qui m'a fait... quitter le pays? Non, c'est pas ce qui m'a fait voyager. Parce qu'avant, moi, l'histoire était différente. Parce que j'habitais en plaine. Donc chaque matin, ma femme emmenait les enfants à l'école. Et comme il y avait d'autres personnes qui habitaient en plaine et qui avaient le même trajet, les enfants étaient à l'école au même endroit que mes enfants. Donc c'était soit ma femme devant et la famille derrière, ou bien la famille devant, ma femme derrière. C'est comme ça chaque matin. Ça avait les mêmes heures. Et puis un jour, cette famille s'est fait attaquer. Et on a tué la femme. Et lorsqu'on a appris ça, ma femme a été très choquée. Ah ouais. Donc ça a contribué. Et on est venu à presque la même époque. Et en plus de ça aussi, mes enfants étaient arrivés à l'âge où ils devaient aller à l'université. Et le pays était bloqué. Chaque jour, on ne pouvait pas passer parce qu'il y avait du feu dans la rue. Il y avait des images aussi qui étaient choquantes. Il y avait parfois des gens dans la rue qui étaient morts. Donc c'était devenu invivable. C'était devenu invivable, donc c'est ça. On parle de quelle année là, Claude Marcelin? 2000. 2000, on est en 2025. Je ne sais même pas quel mot on doit utiliser aujourd'hui parce que c'était invivable. Non, mais bien avant ça, j'ai une musique qui s'appelle Relax Tima. C'est Raph qui a fait les paroles. Et bien ça, déjà, on était en quelle année là? En 89. Ah ouais, on parlait des mêmes problèmes. On parlait des mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on est en train de tourner rond avec les mêmes trucs. Ouais. Et ça dégénère. Ça dégénère. De plus en plus mal, comme on dit. Heureusement qu'il y a la musique. Ouais, sans la musique, on serait fou. Heureusement qu'on a la musique. Oui. Bon. Il y a la pression. Mais oui, je vous le dis, il y a la pression. On pourrait parler à Claude de la musique, mais il fallait parler aussi d'Haïti. Et justement, quand on parle aux musiciens haïtiens, il faut parler d'Haïti et de tout ce que cela comporte. Mais on ne peut pas continuer de parler puisque ces messieurs sont attendus. Il faut qu'ils repartent assez rapidement. J'aimerais éplucher tous les albums, aller chercher les Shelbert pour qu'on me parle de chaque musique, parler de chaque titre. Bon, Claude nous a déjà dit ce qu'il pensait de cet album, parler des Mini All Stars, parler de tout ça, de tous ces artistes qui nous ont quittés, Joe Charles et compagnie et tout ça. Parce que toute cette période-là, c'est la période de Claude Marcelin, de Toto Larac, une période fleurie en musique, une période chaleureuse, une période qui continue d'une certaine manière à l'étranger, en passant le savoir à des jeunes qui veulent devenir musiciens, mais aussi une période qui manque aussi à la jeunesse d'Haïti, parce qu'ils n'auront pas l'occasion de goûter, de vivre avec ces musiciens qui auraient pu accompagner tous ces jeunes Haïtiens qui voudraient devenir musiciens, mais qui se retrouvent à faire autre chose sans leur volonté. Merci Claude Marcelin d'être passé par là. Ça a été un plaisir, ça a été un plaisir. Et bon, qu'est-ce que je dois dire comme mot de la fin, là? Parce que j'ai l'impression que ça va finir. Ça va finir. Il y a la pression là. C'est sûr. Il y a une personne qui nous regarde là. Tout ce que je peux dire, c'est que ça aurait dû être plus long. Parce que là, on a vraiment parlé de choses diverses et c'est quand même important. Donc, ce sera pour la prochaine fois, on va revenir. Mais oui, parce que là, à ce moment-là, on va s'asseoir, on va parler musique, on va sortir tous les albums. On va choisir une musique comme ça, et puis tu nous diras ce que tu penses de cette musique. Et Toto? Moi, ça m'a fait plaisir de te voir ton sourire. Franchement, mon cœur est ouvert.
Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous qui allez regarder ce petit moment d'échange avec ces deux potomitans. Moi, je dis potomitans de la musique haïtienne. Ces deux personnes qui ont laissé, qui ont marqué, qui ont leur empreinte dans la musique haïtienne. Et ça ne s'efface pas une empreinte, je vous le dis tout de suite. Merci d'avoir été là. Merci, Kessita, d'avoir été avec nous. Merci à mon technicien, il y a un signe qu'on me fait là. Merci à Marie qui est là. Marie. Aussi. Ah mais oui, il y a Marie, notre technicienne qui est avec nous dans le studio. Et merci à vous qui allez regarder. Continuez de nous soutenir en vous abonnant à notre page. Et à bientôt pour rediscuter avec ces messieurs dans un autre moment, quoi. Merci, à la prochaine. Babarcha.